Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Allô Mélenchon, l'émission dans laquelle vous pouvez poser directement vos questions à Jean-Luc Mélenchon, émission que nous allons co-animer avec Clémence Guettet, co-responsable du programme. Bonsoir. Alors, Jean-Luc, déjà, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Comment ça va? Comment ça va? Bonsoir Antoine. Bah ça va, moi. Et toi? Ça va? La campagne? Je mange ça parce que ça donne du sucre pour le cerveau. Alors, vous le savez, dans cette émission, vous allez pouvoir poser vos questions à Jean-Luc via le chat, qui est juste en face de nous, et via le Twitter Space qu'on va prochainement lancer. J'attends juste que ça soit lancé en régie. On a déjà peut-être pas mal de questions. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de tortues. Peut-être tu peux expliquer d'où c'est venu cette idée de la tortue. Je leur prends, j'ai aucune idée. Je pense que c'est parce que... Ah oui, j'en vois une là. J'ai dit dans un meeting que j'étais une tortue sagace. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, ça a fait rire tout le monde. Et depuis, la tortue, c'est devenu un peu mon emblème. Ouais. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que un copain m'a fait remarquer, j'avais déjà dit une fois, on m'avait posé une question du genre, alors qu'est-ce que ça vous fait quand on vous verse un seau de boue sur la tête? Alors j'avais dit, je fais comme la tortue, on rentre la tête, on rentre les pattes, on attend un pipi qu'on ressort. Alors donc, je crois que j'ai peut-être une petite obsession de tortue. Et du coup, voilà. J'ai eu une tortue quand j'habitais dans le Jura. C'est vrai? Ouais, j'avais une tortue. Ok. C'était une drôle de bête parce que les trois quarts du temps, elle n'avait rien à fiche de moi. Ouais. Donc elle mangeait ce qu'on lui donnait. Et puis, on ne sait pas pourquoi, de temps à autre, elle faisait un bond, en quelque sorte, si je peux dire. Et puis elle se jetait sur les pieds de mon épouse. Il y avait les ongles vernis, et elle cherchait à la mordre, à la pincer, elle était comme folle. Alors on disait, oulala, elle va lui couper les doigts de pied. Donc on prenait la bestiole, on la mettait ailleurs, et puis elle arrivait à se calmer au bout d'un moment. J'ai jamais rien compris à la psychologie de la tortue. Oui, c'est clair que ça a l'air un peu compliqué. Oui. Non, mais c'est intéressant, une tortue. Alors dans le bestiaire philosophique et politique chinois, la tortue, ça représente l'empire, le pouvoir politique, mais au sens de le territoire du pouvoir politique. Parce qu'elle a la carte sur le dos. Ne me regarde pas comme ça, je raconte. J'apprends des choses sur les tortues. Tu fais semblant de t'intéresser. Non, pas du tout. Complètement des tortues, non, et surtout des tortues chinoises. Le dos de la tortue, c'est la carte du territoire tu vois, politique. ça fait en gros la carte. Quel vaillot lui relance. Mais non, mais et toi, donc, t'écoutes pas. Ça t'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse. Si, moi, j'écoute, j'ai pris des notes. Menteur. Je te jure, j'ai écrit tortue. Quel faillot. Alors, donc il y a des... Ah bah tu vois, j'aime tellement... Bon, ça va tellement vite. Ouais, c'est vrai que ça va un trop peu vite. Moi, j'arrive plus à lire, là. Arrêtez de mettre des commentaires sur le chat, vous allez trop vite. Bah écoute, on peut peut-être prendre des commentaires sur Twitter. Il y a déjà plein de demandes. Moi, j'ai des questions aussi, si tu veux. Ah, ils viennent de passer tortue en caractère chinois. Pardon, je promets de redevenir sérieux aussitôt que... Alors, vas-y, peut-être pose une question. Moi, je regarde... Justement, j'ai quelqu'un avec une tortue dans son pseudo. On peut peut-être lui demander d'intervenir. Demande-lui pourquoi. Ajouter comme intervenant. Ouais. Alors, il s'appelle Bastien. Et il est en train de se connecter. Bonjour Bastien, est-ce que tu nous entends? Quelle est ta question pour Jean-Luc Mélenchon? Il faut activer ton micro. Normalement, il a... C'est bon? Est-ce que ça ne fonctionne pas très bien? Pas une doudoune. Je crois qu'il a un problème de réseau. Non, c'est une veste matelassée, sans manches. Voilà. Je crois qu'il a un problème de réseau, Bastien. Écoute, on va demander à quelqu'un d'autre. Alors là, on a un autre intervenant qui se propose, le professeur Ias. Regardez la signification de la tortue en Polynésie. C'est quoi? Faut le dire. Je parle qu'on va regarder. Moi, je ne sais pas ce que c'est, la tortue en Polynésie, mais... Alors, vas-y, professeur Ias, tu as la parole. Quelle est ta question pour Jean-Luc Mélenchon? N'oublie pas d'activer ton micro, sinon on ne t'entend pas. Ouais, bonjour à tous deux. Bonsoir à tout le space. Moi, j'avais une question hyper simple. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la revalorisation du SMIC soit plus élevée chez certains partis, entre guillemets, de gauche que chez l'Union populaire, à savoir que certains partis proposent 1450 ou 1800 euros et qu'à l'Union populaire, c'est 1400 euros. Je n'ai pas fini de voir de quoi il s'agissait, mais j'ai vu que notre ami Jadot mettait 1500 euros
mais c'était à la fin du quinquennat. Moi, j'ai vu qu'ils mettaient 10%, donc c'est un petit peu moins que ce qu'on propose. Oui, voilà. Vous avez entendu ce qu'a dit Clémence Guettet? Vas-y, chope le micro, Clémence. Non, t'inquiète, je suis équipée. C'est bon. Ouais. Donc on a entendu ce que tu as dit. Bah voilà. Alors on s'est calé, nous c'est pas très imaginatif, hein, mais on est parti de la revendication de la CGT. Et c'est ça. De même, il y a pas mal de choses qu'on prend dans le syndicalisme, parce qu'après tout, c'est eux qui sont en première ligne, qui connaissent le mieux les niveaux qui sont attendus par les gens. Mais moi, le problème que j'ai en ce moment, c'est plutôt de me dire que, bon, évidemment, si on est élu, ça veut dire que c'est fin avril. Je pense que ça, l'installation, c'est fini, quoi, les premiers jours de mai. Le SMIC, c'est un décret, hein. Donc on peut faire l'augmentation en mai prochain. Mais quand on a mis 1400 € pour l'augmentation du SMIC, net, hein, on dit bien 1400 € net, on était avant l'explosion des prix de première nécessité, etc. Donc il ne suffira pas qu'on dise 1400 € net, il faudra en même temps prendre la mesure de blocage des prix. Ça c'est pareil, il n'y a pas besoin de réunir le Parlement pour le décider, parce que c'est un article du Code du commerce qui le permet. Donc c'est juste le temps d'écrire et de signer le décret. À mon avis, on pourrait faire comme ça, blocage des prix, notamment des prix de l'énergie. Mais là aussi, il y a un problème, c'est que bloquer les prix de l'énergie au niveau où ils étaient en novembre dernier, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, parce que ça a explosé. Donc il va falloir qu'on regarde avec les économistes de la famille quelles sont les possibilités pour nous de revenir là-dessus. Parce que on ne peut pas accepter de dire qu'on va donner des chèques comme ça aux gens, d'abord parce que ça ne fait jamais le compte, ensuite parce que c'est pas adapté, ensuite parce que c'est pas suffisant. Alors, moi au début, j'avais dit je ne veux pas entendre parler de donner des chèques comme ça, parce que ça veut dire que c'est le trésor public, d'accord ? Ce qu'ils ont fait là, les macronistes. Bon, bah ouais, c'est ce qu'ils font. Avec le trésor public pour payer le trésor privé, parce qu'à la fin, ça arrive dans les poches des producteurs. Et puis les poches des producteurs, c'est monstrueux, hein, le profit qu'ils ont fait. Ils ont fait un profit, c'est le plus important profit qu'ait jamais fait une entreprise française. C'est Total qui vient de le faire à cet instant. C'est monstrueux comme affaire. Alors, moi j'avais dit, je suis pas d'accord, on bloque et on les oblige, eux, à prendre sur leur marge. Ouais, mais là, comment je fais? Je peux pas revenir en arrière, il y a 3 mois, il y a 4 mois, et leur dire sur votre marge de l'époque, bon, et on peut pas non plus, on peut pas récapituler le temps. Donc, mon idée, c'est que je serais d'accord pour toucher aux taxes qui sont dessus, pour ramener la taxe au niveau qui permet de continuer à percevoir ce qu'on percevait à l'époque. Autrement dit, on ne va pas remplir le trésor public avec le fait que c'est de plus en plus cher pour les gens. Donc, comme elle est flottante, cette taxe, ça va, on peut ajuster en fonction de la situation. Je pense que je m'y prendrai comme ça, mais il faut aussi qu'on trouve le moyen de faire payer les pétroliers. Enfin, ça ne peut pas être la fête pour eux tout le temps, et à nous de nous débrouiller pour tirer les gens de la situation dans laquelle ça les met. Comme les grandes surfaces d'ailleurs. Comme tu le disais aussi sur les grandes surfaces, avec la marge qu'on va limiter sur le prix. Les grandes surfaces, ça c'est plus facile. Hein. Alors au début, ils m'ont tous fait le coup. Ah, monsieur Mélenchon, vous voulez bloquer les prix, alors les pauvres paysans, ils vont plus avoir leurs sous, sortons nos mouchoirs et pleurons tous en chœur. C'est toujours la technique. Moi, je la connais depuis le temps que c'est les gros se cachent derrière les petits. En réalité, le paysan, lui, ça ne change rien pour lui, parce que pour 1 euro de dépense, tu achètes un produit alimentaire qui vient de chez le paysan, lui, il prend, le malheureux, il reçoit juste 8 centimes. Donc, moi, je ne touche pas au paysan, je promets qu'il ne vendra pas à perte. Mais je touche au droit de l'intermédiaire, c'est-à-dire à la grande surface, de mettre un coefficient multiplicateur, tu vois, de 8 à 1. Bon, bah non. On dira, bah voilà, c'est bloqué, vous n'avez pas le droit de vendre ça... plus de, je sais pas quoi, moi, 2 fois plus cher que vous l'avez acheté, c'est déjà sympa, non? Voilà. Pour eux, ça, c'est le plus facile. C'est tout ce qui concerne le commerce. Alors après, vous allez entendre dire des choses horribles du genre « Ah, Mélenchon, il propose ça, c'est l'Union soviétique. » Je sais pas pourquoi ils racontent tous des horreurs sur l'Union soviétique, sachant que là, aucun d'entre eux n'y a jamais été, et pour cause,
ni ne sait ce qui s'y passait. Alors ils ont retenu des choses qu'en effet, aucun d'entre nous ne trouve acceptable, comme les prisons et tout ça. Mais il n'y avait pas que ça. Quand même. En Union soviétique, tout le monde n'était pas en prison. Donc, ils ont retenu que le mot pour faire peur. Ouais. Alors, je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que l'Union soviétique va en faire là-dedans? Ah oui, parce que vous allez créer des pénuries et tout ça. Mais mon œil, les pénuries, c'est maintenant qu'elles y sont. Qu'est-ce que c'est une pénurie? C'est quand il n'y a pas. Alors, il y a deux manières qu'il n'y a pas. Il y a, mais tu ne peux pas l'acheter, ou il n'y a pas du tout. Ben là, il y a, mais tu ne peux pas l'acheter. Ça s'appelle une pénurie. La pénurie, elle est pour toi. Bon. Donc, alors en plus, je vais vous dire, la question du blocage des prix, alors pour le coup, c'est vraiment pas une invention soviétique. C'est quelque chose qui a été inventé pendant la Grande Révolution, pour les mêmes raisons, hein, exactement, en 89, en France. Ensuite, il y a eu sous le Front populaire. Et puis ensuite, les deux derniers, c'était pas des révolutionnaires bolcheviques, hein, c'était M. Rocard, à propos de l'explosion du prix du carburant en 1991, et même M. Macron, pour le gel et hydroalcoolique, et puis les masques. Mais enfin, c'était la période où il disait qu'il fallait prendre des masques, parce que le coup d'avant, il disait qu'il n'en fallait pas, parce que ça n'avait pas de sens. Mais donc, comme il a changé sans arrêt d'avis, personne ne se rappelle. Et du coup, c'est clair que par rapport à d'autres candidats, parce que là, la question de départ, c'était ils proposent un peu plus, mais nous, on propose aussi beaucoup plus dans l'ensemble du programme pour faire baisser le coût de la vie. Sur ce que tu viens de dire. Non, mais attends, on peut dire un truc que ça. Bah, tant mieux si les autres proposent des trucs sympas. Moi, je préfère que tout le monde soit en train de se dire qui c'est qui va donner la plus grosse augmentation du SMIC que l'inverse. De voir, ils sont tous là, donnez pas trop, vous allez ruiner le pays et tout. Donc, moi, je m'en fous. S'ils disent, s'ils sont tous d'accord pour 1500, on les leur donne. Hein. Sauf que, bon, c'est pas le cas. Bien sûr. Et après, il y a aussi des candidats qui sont piégeux. Genre, Pécresse propose d'augmenter les salaires, mais elle dit en diminuant les charges. Ils appellent ça les charges systématiquement. Il faut que les gens comprennent ce que c'est, cette histoire-là. Parce que Zemmour, il dit pareil. Alors, si vous voulez, quand vous avez... Il y a le salaire... ceux qui ont déjà vu une feuille de paye, il y a le salaire brut et le salaire net. Le salaire brut, d'abord, prenez-le au pied de la lettre. C'est ça. Salaire brut, c'est un salaire. C'est ce qu'on gagne. C'est pas un cadeau, c'est pas une prime, c'est pas je sais pas quoi. Donc le salaire brut, c'est ce que la somme que vous recevez pour le travail que vous faites. Et dans ce salaire brut, on en prend une partie pour payer obligatoirement des cotisations. Ça s'appelle des cotisations puisque c'est une assurance sociale. Bon. Alors il y a des pays où ça n'existe pas. Il n'y a pas de différence, tu as juste le salaire net. Mais avec ton salaire net, tu t'en vas te payer toi-même ton assurance sociale. Et après, vous avez tous les kékés qui viennent sur les plateaux de télévision avec l'air vachement important. Nous sommes le pays où il y a le plus haut niveau de prélèvement obligatoire. Ben, sauf que ça ne veut rien dire, les autres ne payent pas la même chose que nous. Oui. Donc à chaque fois, méfiez-vous des ruses des gros malins qui essayent de vous culpabiliser. Et là, c'est la trouvaille de ces deux-là. Comment augmenter les salaires? Et comment ils les augmentent? En vous donnant votre propre argent. Parce que si on enlève la cotisation sociale, donc on vous donne, mais c'est l'argent à vous, personne ne vous augmente. C'est la somme que vous aviez déjà avant. Bien sûr. Mais deuxièmement, après, qui c'est qui va payer cette différence? La loi le prévoit. C'est la caisse de l'État. Donc vous paierez par vos impôts ce que vous avez reçu par votre salaire et la suppression des cotisations sociales. Ça s'appelle une arnaque. Mais c'est bien parce que ça ne se voit pas. Et donc tout le monde dit, ah oui, quand même, ils sont généreux, ils veulent augmenter. Tu parles, ils te donnent ta propre paye. Mais par ailleurs, nous, dans nos mesures aussi, en réalité, il y a une augmentation du salaire net avec la CSG progressive. Oui, mais nous, on ne prend rien ni à l'État, ni à la cotisation. Nous, on équilibre en faisant payer plus cher ceux qui ont davantage de salaire. C'est normal. Le problème de ceux qui proposent ça, c'est qu'ils disent, en gros, on va trouver de l'argent magique, alors que, et on va augmenter les salaires, alors que ce n'est pas possible, quoi. Ils vont nécessairement créer des... Et il y en a un qui me met, le syndicat Alliance fait je sais pas quoi une réunion sans même vous avoir invité. Ben, figurez-vous que ça me manque pas, parce que pour moi Alliance c'est pas un syndicat mais une organisation politique d'extrême droite qui essaye continuellement de monter la police contre l'État, contre la justice, contre la démocratie, contre les parlementaires. Ils passent leur temps à faire des menaces, des choses comme ça. Ils ont même menacé des juges une fois. Donc ça ne me manque pas du tout et je suis pas en manque. J'imagine moi que je vais faire, je vous donne ça en avant-première, je suis en train de discuter avec Hugo Bernalicis comment je vais pouvoir faire une réunion qui serait réservée à des policiers. C'est-à-dire que les policiers pourraient venir, bon on filmera hein, pour que tout le monde puisse voir, mais pour parler avec eux, parce que je veux qu'ils me comprennent bien. Moi j'ai pas l'intention de caresser les gens dans le sens du poil. J'estime que la situation dans la police n'est pas bonne.
D'abord, elle n'est pas bonne pour tout le monde. Elle n'est pas bonne pour les gens qui sont victimes de violences policières. Elle n'est pas bonne pour les policiers à qui on donne des ordres absurdes. Mais elle n'est pas bonne non plus parce qu'il y a des policiers qui trouvent normal de tenir des propos racistes, de frapper les gens, bon bref. Donc c'est une situation qui n'est pas acceptable. Et quand même, je suis obligé de rappeler qu'on en est au 10e policier depuis le début de l'année qui se suicide. Oui. Non mais donc il y a un problème. Alexis Corbière, qui est un député insoumis, avait déposé une proposition de commission d'enquête. Le soi-disant syndicat Alliance n'a pas une fois dit « Ok, on est d'accord pour qu'il y ait une commission d'enquête sur pourquoi les policiers se suicident. Ils préfèrent m'insulter, me traiter de tous les noms, hein, que de s'occuper vraiment de la situation matérielle et sociale des policiers. » D'ailleurs, ce syndicat a failli se faire fiche dehors quand les policiers de base manifestaient. Donc, il ne m'impressionne pas du tout. Alors, bon, il me menace beaucoup, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Hein. Un jour, un d'entre eux, peut-être, sera tenté de passer à l'acte contre moi, mais d'ici là, je n'ai pas l'intention de baisser les yeux. Et donc, je le redis encore une fois, la police sera refondue de la cave au grenier. On réorganisera tout ça d'un bout à l'autre. Parce qu'il n'y en a pas un parmi nous. Vous savez, la ruse habituelle, c'est toujours la même. Hein. Tu critiques la police, donc tu es anti-police. Et alors Darmanin, qui est là depuis son truc, et qui dit oui, c'est ignoble et tout. Ouais, c'est vachement ignoble, parce que je dénonce un policier qui a flanqué un coup de ciseau à un jeune. Bon, moi, ça ne me semble pas ignoble. Alors, je veux bien admettre que peut-être il s'est passé quelque chose qui a dépassé les intentions de la personne, mais quand même, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Mais alors, dès qu'on critique, c'est qu'on serait anti-flic. Mais bon, oui, on est anti ce genre de situation. Mais pour autant, on veut une police républicaine. Alors après, il belle en cadence que je veux les désarmer. Mais bien sûr que je veux les désarmer, mais ça dépend où et dans quel contexte. J'ai dit que je voulais désarmer la police dans les manifs. Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait des flashballs, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait des grenades de désencerclement, et si je suis élu président de la République, le ministre de l'Intérieur qu'on nommera va interdire tout ça. On sera une nation civilisée. Parce que les endroits où ces armes sont utilisées, dans la plupart des pays d'Europe, c'est absolument interdit. C'est même inenvisageable qu'on serve de trucs pareils. C'est chez Erdogan qu'ils utilisent ça, je crois. Oui, chez les plus violents. Moi, j'ai une question de une idée de passage, c'est le pseudo de la personne, qui te demande, est-ce que tu as peur de découvrir ce que va laisser le gouvernement aujourd'hui et qui t'empêcherait éventuellement de faire ce qu'on a prévu ? Et la question précise, comme un maire qui découvre les comptes d'une commune une fois arrivé en place. La situation actuelle. C'est vrai que dans l'équipe qui travaille avec moi, hein, à chaque fois qu'on fait un plan comme le plan zéro sans-abri, bien nourrir tout le monde, il y a des plans comme ça, il y en a toute une série qui sont en préparation. Chaque fois, on essaye de faire le bilan de la situation. Et bon, on voit bien que c'est la cata, quoi. Alors, d'abord, partons du fait que c'est la cata, mais c'est pas une raison pour baisser les bras et dire bon, bah alors on pourra pas. C'est le contraire. Plus c'est la cata, plus on devra. Mais je préfère prévenir. Ceux qui vont devoir payer devront payer plus. Alors, comme j'ai l'intention d'aller partager ce que les très grosses fortunes du pays ont accumulé, bah, je les préviens juste que ça va les coûter plus cher. Donc il vaudrait mieux qu'ils se calment tout de suite et qu'ils acceptent de mettre la main à la poche et que le gouvernement arrête de tout détruire. Parce que tout le monde a vu, et nous on a été les premiers à en parler. Je vous rappelle mon discours à Châteauroux sur la sécurité sociale. J'avais parlé d'un crash sanitaire qui se préparait. Maintenant tout le monde est d'accord. L'extrait avait fait super circuler. Bon. Maintenant c'est l'éducation nationale qui est en train de s'effondrer. Parce que les jeunes gens n'ont plus envie de passer le concours. Parce que ceux qui sont là, quand tu les mets, par exemple, tu as un professeur qui est... alors on dit, ah bah oui, mais il n'y a pas tant de monde que ça dans votre discipline. Alors, il fait 3 lycées. Il a une vie de chien, quoi. Toute la journée dans sa bagnole, jamais au même endroit. Bon, bref. Donc les gens commencent à dire, bah, si c'est comme ça, on s'en va. Et il ne reste pas dans l'éducation nationale. Pour nous, le pire de ce qui peut nous arriver, c'est ça. C'est des masses de jeunes gens qui n'ont plus d'enseignants, des masses de gamins qui n'ont plus Et puis les écoles à la carte et les écoles privées, où on ne laisse rentrer, évidemment, que ceux qui conviennent à l'école en question, puisque, par définition, elles sont privées. Alors, moi, oui, je crains l'ampleur du désordre. Mais ça nous obligera, ça nous met au défi de l'action populaire. C'est-à-dire, prenons l'exemple de l'hôpital. L'autre soir, Sabrina Ali Ben Ali, elle dit, la première chose à faire, il faut qu'on demande tout ce qui manque. C'est-à-dire, tu fais le tour de l'hosto,
combien il te manque de chaises, combien il te manque de ceci, de cela, de Jusqu'au brancards, crayon, de bon. On fait la liste et on regarde combien ça coûte et où on va trouver les gens pour les mettre. Mais si vous voulez, à chaque fois, moi, c'est pas la peine d'essayer de m'impressionner avec des chiffres. J'ai déjà dit à des gens, ça sert à rien ce que vous me racontez. Parce que vous êtes là à faire comme des perroquets ce qu'on vous a appris à faire, c'est-à-dire à dire tous les 5 minutes, combien ça coûte? Ah mais combien ça coûte? Parce que vous confondez le budget de l'État avec le budget familial. Bien sûr. Dans le budget familial, quand vous avez atteint le bout, ben, vous avez atteint le bout. Vous pouvez faire des crédits revolving, en général, c'est pas une affaire. Hein. Bon, mais quand vous êtes l'État, c'est pas vrai. Vous empruntez s'il faut. Par exemple, là, on a emprunté à 0%, je sais pas combien de temps. Dans votre vie privée, pensez à ça. Si quelqu'un vous proposait de vous prêter à 0% pour acheter la voiture, vous courez tout de suite l'acheter. D'accord. Ouais. L'État, c'est ce qui est possible. Alors, des fois, c'est plus que 0%. Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas juger de la même manière le budget de l'État et le budget d'une famille. Le budget de l'État, il vous rentre 100 milliards, vous en avez besoin de 200, ben, vous les prenez aux gens. Alors avec un barème d'impôt, avec tout ça. Mais donc, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Là, par exemple, je vois Hypatie Alexandrie qui n'a rien compris. Bon, je sais que je vais payer plus d'impôts avec vous, mais j'ai envie d'une France qui me fait vivre. Bon, elle est d'accord pour payer, je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous dire une chose. Si vous gagnez jusqu'à 4 000 euros, vous ne paierez pas plus. Hein, ne croyez pas ça. Ceux qui vont payer, c'est les autres. C'est après. Mais déjà, 4 000 euros, il faut les gagner, quoi. Donc, je sais pourquoi vous avez tous peur quand on parle d'impôts. C'est que vous n'avez pas idée des fortunes qui sont accumulées à l'autre bout. Je vous donne un exemple. L'année dernière, juste le CAC 40, c'est les 40 plus grosses boîtes du pays. Il y en a plein d'autres en dessous, avant qu'on arrive à la très petite entreprise qui sert toujours de prétexte pour pleurnicher. Bon. Eh bien, ils ont fait 53 milliards de dividendes distribués à leurs actionnaires. D'accord ? 53 milliards de profits distribués en dividendes. 53 milliards, la même année où il y a des tas de gens qui n'ont pas fait 1 euro parce qu'ils ont dû fermer la boutique ou fermer leur boulot et tout ça. Voilà, donc on a dit, écoutez, cette année, c'est année blanche pour tout le monde. Donc aussi pour vous, gens du CAC 40. Donc vos 53 milliards, on vous les prend. Allez, un geste de bonté. Combien vous aviez fait l'année dernière? Je vous laisse la même chose, mais tout le reste, je le prends. Bon, ça faisait du travail pour, écoutez bien, 1 million de personnes pendant 1 an, à 2 000 euros par mois. C'est énorme. Ah ben vous vous rendez compte? Vous imaginez que tout d'un coup, vous allumez la télé ou la radio et on vous dit 1 million de personnes ont été embauchées par le président Mélenchon, ils ont un contrat d'1 an. Tu t'imagines les gens qui crapahutent avec des contrats, des fois c'est de même pas 1 mois. Bon, ça c'était l'année dernière. Cette année ils en sont à 170 je crois ou combien? Le profit du CAC 40. Les dividendes du CAC 40. C'est 113 ou 170, je ne me rappelle plus. Enfin ça a dépassé 100. Voilà. J'ai retrouvé la question en entier. Attends, j'ai pas fini. Okay. Bon, alors mettons que ça soit 100. Hein, donc j'ai un peu abrégé 150 parce que c'est la vérité. Donc ça veut dire qu'on peut mettre 2 millions ou 3 millions de personnes au travail pendant 1 an avec la paye de 2 000 euros. Ou bien le même million pendant 3 ans. Vous vous rendez compte, ça change complètement la nature. Donc comme vous ne vous rendez pas compte de la masse d'argent que certains accumulent, vous pensez toujours que c'est un peu, disons, un petit bonus exceptionnel. Non, c'est des sommes gigantesquissimes qui changent de poche comme 137 milliards de profits. Voilà, 137 milliards, tu vois, ça y va. C'est énorme. Bon, avec ça, il y a de quoi faire. Donc, pas de souci, les gens. Alors ça, c'est pour le fonctionnement. C'est-à-dire tout ce qui est des emplois, des choses comme ça. Et puis, vous avez, après, pour les investissements. Alors là, on fait de l'emprunt. On fait auprès de la Banque Centrale Européenne ou d'une banque, il y en a une, qui a une licence bancaire, qui est la Banque Française d'Investissement, et voilà. Donc, vous cassez pas trop la tête pour le financement, on le trouvera. Ce qu'il faut plutôt se casser la tête, c'est pour bien utiliser l'argent et pas faire des gabegies. J'ai retrouvé la question en entier, elle est assez cool, parce que peut-être c'est quelqu'un qui gagne plus de 4 000 euros, mais qui apparemment est avec nous. Elle dit, bon, je sais que je vais payer plus d'impôts avec vous, c'était Hypatie d'Alexandrie que tu as vu tout à l'heure et ça s'est passé trop vite. Elle dit, mais j'ai envie de vivre dans une France qui ne se fait plus piller par les grands groupes étrangers et hors du joug des cabinets de conseil, du management par l'apport, retour au service public, au crédit récurrent pour la recherche, sortir de l'idéologie par projet. Donc tu vois, tu dis souvent, il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre dans un océan de malheur et qui n'ont pas envie de vivre en fait dans le pays, même s'ils gagnent bien leur vie, ils ont parfois envie que ça change. Et je pense que son commentaire le montre assez bien.
T'as raison de le dire. J'ai une question d'alter ego. Alors, je vais essayer de t'ajouter comme intervenant. C'est le moment d'activer ton micro et de poser ta question. Là, c'est en train de se connecter. Ah, et les gens, ils n'ont pas du réseau de fou. Hein. C'est par personne, c'est pas par ménage. Hein, Clémence? Oui. L'impôt, il y a Et il y a le Code Bajoun qui pose la question. Sur les 4 000 euros? Ouais. Ouais. Il y a le simulateur aussi. Ouais, on peut peut-être vous mettre le simulateur dans le chat. Si les gens du Discord Insoumis veulent nous sortir le simulateur dans le chat, c'est cool. C'est impôt.lafranceinsoumise.fr et vous pouvez mettre votre salaire ou le salaire, c'est le salaire par personne. Indiquez votre situation familiale, si vous avez des enfants, et vous saurez ce qu'avec nous vous pourrez économiser pour la plupart des gens. Alors, j'ai une autre question. Ça marchait pas pour la précédente personne. Ah bah là, j'ai quelqu'un qui s'appelle carrément Mélenchon. C'est pas moi. Ça doit être un soutien. Ah voilà, Zarjet. HTTP. Ça y est, c'est bon. Alors, t'es connecté. Je t'invite à activer ton micro et à poser ta question. Et ton micro. Et ce soir, les gens, vous n'êtes pas chauds là. Qu'est-ce que Moi, vous j'ai faites plein de avec vos questions, micros? hein. Vas-y, pose les questions parce que Il y les a gens ils quelqu'un sont qui boulés avec demande, leur et ça micro. je sais pas, c'est le dièse qui demande si vous êtes élu, est-ce que vous pourrez consulter ce qui s'est dit au Conseil de défense de Macron pendant la crise sanitaire et comment les décisions se sont prises? Alors, mais c'est une très bonne question, parce que moi, une fois, j'ai dit comme ça à l'emporte-pièce, je vous préviens, si je suis élu, on lèvera le secret défense. Ouais. Ça dépend que du président. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Bon, parce que s'ils ont discuté du code de la bombe atomique, c'est clair que je ne lèverai pas le secret défense. Mais si c'est qu'ils ont discuté, comme on le pense, de santé et tout ça, je ne vois pas de raison. Il faut remettre tout ça à une commission de l'Assemblée nationale. Moi, si je suis le président de la République, pendant la période où il y a la constituante, on va essayer de gouverner d'une manière plus, plus collective et beaucoup plus en appui sur les assemblées. D'abord, le président de la République, il s'occupe, il est garant, dans mon esprit, du programme, c'est-à-dire il surveille qu'en effet le programme s'applique, les mesures sont prises. Et puis, dans des domaines particuliers, il travaille très étroitement en lien avec les ministres, les Affaires étrangères et la Défense. Bon, après, il y a un chef du gouvernement, le Premier ministre, et la Constitution de la Ve République prévoit que c'est lui qui dirige et conduit la politique de la nation. Ça n'a jamais été le cas, sauf peut-être un peu Pompidou, dans la répartition des rôles. Et ça sera le cas avec nous. Et je pense que le gouvernement doit beaucoup s'appuyer sur les assemblées. C'est-à-dire que par la communication avec les groupes politiques des assemblées, il peut déclencher des enquêtes, demander à des commissions composites, composées de membres de l'opposition comme de la majorité, d'enquêter sur ceci, sur cela. Par exemple, là, on parle du bilan du Conseil de défense. Bon, je pense que ça peut intéresser les parlementaires de le faire et d'en tirer des leçons. Pourquoi ça serait le secret du président de la République, le secret du Premier ministre? De même, les politiques ont été menées en Afrique ces temps-ci, enfin, ce qui termine dans le chaos qu'on voit au Mali. Je suis pour qu'on l'expertise et que le pays comprenne ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce que des erreurs, c'est clair qu'il y en a eu, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est normal que la commission de défense, alors il y a la majorité et la minorité, mais tout le monde a le droit de savoir. Enfin, on a le pays en commun. L'information n'est pas la propriété privée d'une bande qui dirige. Alors, quoi d'autre? J'ai une demande d'intervention de Eusko Goudariac. Mais les gens, ils ont des pseudos toujours qui sont d'une complexité à prononcer. Alors vas-y, active ton micro et fais ton intervention. Ton truc. Bah si, ça marche, mais les gens, ils activent pas leur micro. Moi, je peux pas activer le micro des gens. Normalement, ils sont autonomes. Alors vas-y, Eusko. Parfois, tu vois, il s'est barré. Les gens, quand on leur donne la parole, parfois, ils s'en vont. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Il y en a des tas de questions sur le Mali.
Ouais, sur le Mali, beaucoup. Il y a d'ailleurs pas mal de Maliens, je le vois, les gens, ils ont des petits drapeaux. Ouais, bon, alors, moi, je vous cache pas les choses, m'entendez très malheureux. Le dernier développement, pour qu'on pose des questions, parce que le chef du pouvoir malien, alors j'utilise cette formule parce qu'il s'agit d'un militaire qui a fait un coup d'État. En réalité, il en a fait 2, un premier suivi d'un second. Alors, bon, comme j'essaye d'être prudent dans ma manière de m'exprimer, mais moi, je ne suis pas d'accord avec les putschs militaires, d'une manière générale et d'une manière particulière. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette situation. Bon, comme le ton est monté, à partir du moment où il a fait un deuxième putsch, le président français a haussé le ton, a commencé à dire que ça allait pas se faire comme ça, a proféré des menaces. Bon, ça, c'était pas très malin. Et il s'est mis d'accord avec d'autres pays des environs pour prendre des sanctions contre le gouvernement du Mali. Alors, nous, on s'est renseignés, on a discuté avec les copains sur place. Bon, quelle est la demande, évidemment, c'est qu'on vote. Bon. Mais quand je dis les copains sur place, c'est une formule rapide, hein, c'est pas tous des copains, mais disons les opposants de la période précédente, et ils me disent, non mais attends, nous on n'est pas d'accord pour qu'on nous organise sur un coin de table des élections dans les 2 mois qui viennent, et parce que ça on la connaît, on va nous la refaire, les élections on les a perdues d'avance dans des conditions pareilles. Donc c'est pour vous dire que pour moi, c'était pas simple, parce que moi ma ligne de conduite c'est que le Mali appartient aux Maliens. Donc je ne me mêle pas de dire s'il faut voter, quand il faut voter, ceci et cela, c'est leur affaire. Je sais juste une chose. Nous, le gouvernement du Mali a demandé à la France d'intervenir pour stopper une offensive comment on peut dire, de combattants, hein, parce que je ne sais pas si c'était des trafiquants de cigarettes, des djihadistes ou autre chose, et c'est ce qu'a fait l'armée française en vertu d'un accord de défense. Mais déjà, c'était discutable, parce que celui qui nous faisait venir, c'était quand même pas un bas bleu, hein, il n'était pas non plus en grande forme démocratique. Mais alors là, après 2 putschs, ça n'a plus de sens. On est là au nom de quoi et pourquoi faire? Bien sûr. Mais ça, depuis le début, je dis ça. Les militaires français ont alerté le pouvoir politique en disant une intervention militaire sans projet politique, ça ne sert à rien. Vous n'aurez ni victoire politique, ni victoire militaire. Ils avaient raison. Et moi, depuis le début, je dis, qu'est-ce qu'on fait là? On a voté une fois en 8 ans. On a perdu 54 personnes. On leur doit du respect. Ils sont morts parce qu'on leur a dit d'aller se battre là-bas. Donc on ne peut pas claquer dans les doigts comme ça, bonjour, au revoir, on arrive, on repart, non. Et puis il y a aussi les Maliens qui ont pris des coups dans les opérations militaires, parce qu'il ne faut pas croire, la guerre propre, ça n'existe pas. Hein. Et pas plus la guerre des Français que la guerre de n'importe qui. Donc ça a été beaucoup de malheur. Et donc moi j'étais pour qu'on me dise, maintenant dites-nous à quel moment on s'en va, c'est-à-dire dans quelles conditions et on pourrait partir. Parce que nous, notre but, c'est pas de rester. Alors, par exemple, il nous aurait dit, dès qu'on aura organisé de nouvelles élections et que dans telle région, il n'y aura plus de combat. J'en sais rien, moi, c'est pas moi qui fais les conditions, mais on fait une liste comme ça, et puis après, on met des croix, comme c'est fait. Et puis, comme c'est fait, on s'en va, parce qu'on n'a pas vocation. Alors là, c'est un embrouillamini de tout, ouais. Et à la fin, pour terminer, l'homme qui est au pouvoir nous fout dehors notre ambassadeur. Alors là, bon, ça n'a plus de sens, qu'est-ce qu'on fait là? La situation est humiliante, mais pour tout le monde, pour les Maliens. Parce que, alors, pourquoi nous avoir demandé de venir si c'est pour nous faire repartir dans de telles conditions? Pour nous, parce que qu'est-ce qu'on fait là et comment on a réussi à se fourrer dans une impasse pareille? Donc l'affaire a été gérée en dépit du bon sens par M. Macron. Et ce qui me fait marrer, c'est que c'est toujours à moi qu'on demande des comptes sur est-ce que moi je serais capable, la diplomatie et tout. Vous avez vu la pagaille que c'est? Je serais autrement mieux fait. Mais ce qu'on a vu quand on était allé au Burkina, peut-être les gens ne le savent pas, au Burkina Faso, mais on nous avait parlé de ton discours justement sur le Mali qui a eu un assez grand rayonnement dans toute la zone au final. Oui. Le discours sur lequel tu parlais justement du financement de ces groupes armés, parce que c'est la grande question. Et les gens nous disaient, vous êtes le seul à en parler, ça fait plaisir. Mais oui, parce que j'étais à la tribune de l'Assemblée. Et alors tout le monde est là, blablabli, blablabla, la démocratie, le ceci, le cela, alors les islamistes, tout ça, bon, tout ce qu'il faut pour bien se faire peur. Mais à la fin, enfin, qu'est-ce que vous me racontez? Qui sont ces gens? D'où ils sortent? Ils sont dans des Toyota, qui c'est qui les paye? Ah oui. Ils ont dessus des mitraillettes, qu'est-ce qu'ils payent? Les munitions, le pétrole, qui paye tout ça? Commencez par nous dire qui c'est, parce que nous, on connaît au moins une chose, c'est qui paye commande. Donc arrêtez de faire comme si tout ça tombait du ciel, parce que c'est pas vrai. Exactement comme si vous vous rappelez les batailles qu'il y avait en Syrie, les groupes djihadistes, bon, alors ils avaient des bagnoles toutes neuves, enfin, qui est-ce qui payait tout ça? C'est pas en ramassant du sable, hein. Donc, alors c'est vrai qu'ils faisaient du racket,
il y a une boîte française de ciment, Lafarge, qui payait tous les mois. Hein. Les mêmes qui m'accusent, moi, d'être ambigu, hein, eux, ils ont laissé Lafarge raquer pour payer des camionnettes et des machins aux djihadistes. Bon, là, c'est pareil. Ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de l'argent qui circule, et ce serait intéressant de savoir où l'argent. Alors, comme j'étais le seul à dire ça, le texte, la vidéo a fait le tour de l'Afrique francophone, parce que les gens pensaient comme moi, quoi. Et ils étaient contents qu'il y ait un élu français qui le dise et qui ne fasse pas semblant de ne pas être au courant. Alors, qu'est-ce que vous me voulez de plus? Je sais pas. Non, vas-y, prends encore des questions. Ouais, vas-y, prends encore des questions parce qu'on a plusieurs intervenants. Et quelqu'un dit à quand le programme gratuit sur Internet comme en 2017? J'ai pris la version à 3 €. Attends, c'est déjà parti. Il me semble que les copains du Discord Insoumis travaillent sur ça. Je ne sais pas si tu te souviens, en 2017, l'AEC.fr, et tout était disponible. On pouvait chercher un mot-clé, tu tombais sur les... Bah oui, c'est génial ça. Et ben, je crois qu'il y a des camarades qui travaillent sur ça. Et on a aussi sorti le programme en braille. Enfin, je parle des outils un peu complémentaires qui se sont ajoutés. Tu en avais parlé la semaine dernière, mais on a sorti en braille, on met des contenus en LSF. Et en effet, il va y avoir plein de contenus gratuits, mais il y a aussi les plans dont parlait Jean-Luc tout à l'heure, qui sont en ligne accessibles. Tous les livrets le seront. Donc il y a beaucoup de contenu programmatique qui est disponible sur le site. Alors, j'ai cette fois-ci normalement un intervenant qui veut peut-être nous parler. Mathieu, vas-y, active ton micro et pose-nous ta question, on t'écoute. Bonsoir, déjà je voulais vous remercier pour ce space, pour cette proximité. Je voulais aussi remercier toi Antoine, Clémence, ainsi que toutes les équipes, les bénévoles, les députés. Il n'y a pas que Jean-Luc, clairement. Je voudrais juste témoigner, Jean-Luc, hier j'étais sur un marché et j'étais confronté à des personnes qui sont complètement au fond du trou, résignées. Elles ne voient même pas dans l'avenir en commun un espoir. Et c'est assez difficile de leur expliquer qu'on va retrouver le pouvoir au travers de la 6e République ou de la Constituante. C'est assez difficile de leur expliquer que les jours heureux vont venir parce que ils sont vraiment complètement résignés dans leur vie, dans leurs difficultés, dans leur détresse, précarité parfois. Et ils ne voient aucune lumière au bout du tunnel. Ces gens-là, ils se battent sur Twitter, ils ne lisent pas les publications qu'on fait, les médias insoumis. Ils sont enfermés dans un monde triste, sombre. Et voilà, j'aimerais que tu nous donnes quelques éléments pour qu'on puisse les sortir de là et leur donner de l'espoir. Bon, eh bien merci. D'abord, vous avez bien raison de dire qu'il y a toute une équipe. Je pense que c'est notre force. Et c'est une équipe qui est expérimentée en dépit du fait que beaucoup de ceux qui animent cette équipe ou qui la dirigent sont des gens jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, et qui donc, ça montre qu'on ne répartit pas les responsabilités à l'ancienneté ou sur d'autres critères que le fait que les gens demandent à faire quelque chose et ils le font. Alors, ce que vous décrivez, c'est une situation très ancienne, vous savez, elle n'a rien de moderne. Toutes les générations, nous avons affronté la nécessité de convaincre des gens résignés, des fois tellement pris par la vie quotidienne, par les tâches de survie, qu'il y a le temps de penser à rien d'autre, que des fois, même s'il y avait le temps de penser à quelque chose d'autre, on ne l'a pas parce qu'on a la tête prise par les problèmes de la famille. Donc c'est très difficile. Mais ça a toujours été le cas. Donc la réponse, c'est qu'à chaque fois, on fait un travail militant. Mais vous savez, il y a manière et manière de faire un travail militant. J'ai vu je ne sais combien d'articles qui m'exaspèrent, du genre « on a abandonné les quartiers populaires ». Alors ceux qui le disent, en général, ils n'ont pas l'intention d'y aller. Hein. Ouais. Ils ont juste l'intention de culpabiliser les autres, de pleurnicher et d'en rajouter encore à la désespérance collective, notamment de ceux qui agissent. Alors, nous, on s'y est pris par un tout autre bout. Ne croyez pas que ça soit du mépris. Mais la plupart du temps, on n'écoute pas les jérémiades. Parce que, bon, on n'en finirait plus. On organise. On a plein d'outils qu'on a fabriqués. Je dis on, c'est les copains, c'est ceux qui... Par exemple, il y a l'application Action Populaire. Non seulement elle permet d'organiser le travail, mais elle permet de mesurer les résultats. La semaine dernière, par exemple, il y avait plus de 250 opérations de porte-à-porte
Et c'est comme ça qu'on travaille sans arrêt, et pendant toute la campagne. Et moi, je dis à tous ceux qui rencontrent ce problème, bah, c'est pas si long que ça. C'est 2 mois de votre vie là qu'il y a devant vous. Pendant les 2 mois, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour amener des gens? Mais ça peut être tout bête, ça peut être du genre, je prends une feuille de papier, je marque 10 noms. Alors vous ne connaissez pas 10 personnes à gagner, bah, tant pis, vous allez dans un immeuble, n'importe lequel, et vous prenez, je sais pas quoi, bah, les 3 premiers étages, et vous vous dites, je repars pas de là-dedans, tant que j'ai pas convaincu un tiers des gens de venir voter, tout ça. C'est-à-dire que tout à la fin va venir grâce au travail. Alors quand même une chose qu'il faut dire, c'est que on n'est pas dans une situation honnête. C'est pas je présente mes arguments, un autre présente ses arguments, et les gens qui écoutent disent ah bah moi j'ai choisi ici plutôt que ça. C'est une bataille. Et il faut bien comprendre que s'agissant de nous et des milieux qui nous concernent, l'objectif numéro 1 de l'adversaire, c'est de répandre la résignation. Alors comment faire? D'abord, sans arrêt, en expliquant qu'on ne peut pas faire autrement que ce que fait le gouvernement. Ensuite, en expliquant sans arrêt que si jamais on donne des bonnes payes ou des bons services publics, ça va ruiner le pays. Alors, comme les gens ne font pas d'économie et tout ça, ça se comprend. Alors, ils disent, ah bon, bah, on ne peut pas, bah oui, il faut comprendre, il faut être raisonnable, parce que dans leur vie, ils sont raisonnables et qu'ils mélangent les comptes d'une famille avec ceux de l'État. D'ailleurs, on leur dit, mais comment, regardez-vous, vous ne pouvez pas faire les dettes que vous voulez. Ah non, dit la pauvre personne, et voilà, on mélange tout. Et puis là, ils ont trouvé, alors je ne vais pas parler de complicité parce qu'on va dire que je suis parano, donc je ne parle pas comme ça. Mais si vous voulez, octobre, novembre, décembre, janvier, ça a été la gauche est divisée, elle ne peut pas gagner. La gauche est divisée, elle ne peut pas gagner. Alors vous avez des grands journaux de gauche comme TF1, comme BFM, hein, qui viennent et qui vous disent « Mais la gauche est divisée, qu'est-ce que vous répondez? Êtes-vous prêt à vous rallier ?» Alors n'importe qui, hein, Monsieur Machin, Madame Truc. Alors là, toi, tu es là, tu bouffes tes doigts, hein, et parce qu'il faut répondre aimablement et poliment, hein, parce que sans quand même, on est civilisé, sans s'énerver. Alors qu'on t'a reposé la même question 20 fois, et que tu connais le type qui te la pose, et tu sais très bien qu'il en a rien à foutre, que tout ce qui compte pour lui, c'est qu'il soit dit que la gauche est divisée et qu'elle a perdu d'avance. Alors après, tu as toute la bande de ballots de service, et certains n'étaient pas si ballots que ça, parce qu'ils ont bien vécu pendant tout ce temps-là, hein. C'est la fameuse équipe de la primaire qui n'est ni populaire ni primaire, hein. Alors eux, c'était tous les jours, sur tous les plateaux, non-stop. Alors, c'est perdu, il faut se regrouper, et à la fin du regroupement, qu'est-ce qu'ils font? Une candidature de plus. Passer muscade, et personne ne dit rien, et en avant, la rigolade continue. Dans des conditions absolument inouïes d'organisation. Personne ne va vérifier qui est-ce qui vote. On peut voter 2 fois avec la même carte bancaire. Voire plus. Ouais. Il y a eu un gars qui a voté 4 fois. Ouais, qui a voté 4 fois, parce qu'il a 2 cartes. Malin, mec, bon. Enfin, en tout cas, c'était lamentable. Et puis, à partir du lendemain, ça recommence. C'est-à-dire, maintenant, nous allons appeler tout le monde. Moi, je réponds au téléphone de personne, maintenant, j'en ai ras-le-bol. Ah, je ne vais pas me taper toute la série qui veut me téléphoner. Donc, déjà là, j'ai dit une chose. Vous, je ne vous parle pas. Vous faites ce que vous voulez. Vous prenez les gens pour des imbéciles, que les imbéciles se regroupent avec vous. Mais moi, je ne me mêle pas de vos histoires. Foutez-moi la paix. Laissez-moi travailler tranquille avec mes camarades, parce que j'en ai assez de cette histoire. Pourquoi? Ben parce que ça continue seulement pour désespérer, pour résigner. Alors on en est là. Quand arrive la 3e couche, alors c'est les sondeurs. Eux, ils arrivent et ils vous disent « Ah, regardez, c'est la cata. » Il n'y a pas, alors ils disent « Pas un d'entre eux n'est à plus de 10. » Ben si, il y a moi. Hein, mais non, mais ça compte pas. Alors, la gauche, on dit « Mais monsieur Mélenchon, ah bon, vous êtes de gauche ?» Vous voyez le système? C'est-à-dire c'est toujours le truc piégeux qui aboutit toujours au même résultat. Pleurez, lamentez-vous, on ne peut rien faire. Mais nous, on rigole des fois, d'autres fois ça nous énerve. Mais des fois, on rigole, on dit quand même, ils sont inventifs quand même pour trouver des trucs, pour désespérer le monde. Mais sur les gens ordinaires, c'est pas l'effet que ça fait. Mais les gens disent, ben, ça sert à rien, quoi. Il y a eu un truc assez récemment à Paty, dont on ne s'attendait pas spécialement à ce que ce soit lui qui dise ça, mais qui a rappelé qu'en fait, en janvier 2017, tu étais à un niveau dans les sondages qui était similaire à celui de maintenant. Donc il a dit, mais en fait, et d'ailleurs, il y a aussi nos adversaires. J'ai lu quelque part que dans les équipes de Zemmour et Le Pen, ils disaient Mélenchon finira très haut. Donc ils le savent en fait que notre électorat se mobilise dans les derniers moments de la campagne. Et c'est pour ça qu'ils font, dans le moment actuel, qu'ils essayent de démoraliser, parce qu'ils veulent empêcher que se fasse la. Ouais, enfin tu sais, à la fin, je ne sais même plus qui décide quoi là-dedans, tellement c'est le grand n'importe quoi, tu vois.
Cette histoire-là de vote, c'était à pleurer, quoi. Alors, oublions tout ça. Nous, on sait une chose, on doit faire notre boulot. Ah oui, mais il y aura des difficultés. Ben, il y en a toujours eu. Ah oui, mais on pourrait bien perdre. Ben, et alors? Vous croyez qu'on a gagné pendant 100 ans? Depuis 1789, c'est plus que deux. Bon, donc on fait le boulot. Celui qu'ont fait avant nous, les générations précédentes, etc. On n'a pas, on n'est pas en train de faire des carrières, on défend une idée. Alors moi, moins qu'un autre, compte tenu de mon âge. Mais de tous les amis qui militent ici, il n'y en a pas un qui est venu militer en disant « Ah ben tiens, je viens là parce que je vais avoir un poste. » Il n'y a pas de poste ici, il n'y a que des coups à prendre. Mais si vous voulez, cette idée qu'on s'engage politiquement pour défendre des idées, il faut voir comment elle est combattue sans arrêt. Lisez la presse, qui est quand même très anti-parlementaire, très anti-débat. Ils sont d'une... L'autre jour, je regarde une émission en continu, et il y avait un type bouffi de prétention qui dit « Oui, ben en ce moment, on ne parle pas du tout du pouvoir d'achat, et pourtant c'est un point important. Mais parle-en de toi, c'est toi qui organise l'émission. Qui c'est qui nous casse les pieds avec la gauche divisée, et je sais pas quoi, c'est toi. Alors de quoi tu viens de plaindre ?» Ils sont comme ça. Et ça donne le résultat que vous savez, c'est que de toute façon, nous sommes une force irrépressible. De toute façon, on avancera. Alors, là, on arrive fin janvier, je m'attends à quelques boules puantes, j'en ai eu une en décembre. Bon, je pense que j'aurai une ou deux bulles puantes. Mais, dans le moment, nous sommes plutôt la force stable, puis les gens se disent, bah tiens, ils sont là, ils sont toujours là. Tout à l'heure, j'ai vu passer sur l'écran, quelqu'un qui me disait, bon, alors vous n'avez qu'à vous entendre avec Taubira, proposez-lui la place de Premier ministre, mais jamais de la vie. C'est pas ma propriété, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je vais aller voir quelqu'un, lui dirai, toi t'es plus candidat, viens, je te donne un poste. Jamais, je ferai jamais ça, je le ferai pas. Il y aura un Premier ministre ou une Première ministre qui sera prise dans nos rangs, parce que on me permettra de vouloir quelqu'un quand même qui dirige un gouvernement pour appliquer notre programme. Donc voilà où on en est. Alors la campagne, elle avance plutôt bien. L'affaire là de Ratapoil, là, elle ne marche pas parce que les journalistes eux-mêmes ont fini par dire ah, c'est trop, quoi. Bon, ils ne les mettent pas à la mode, quoi. Ouais. Alors ça va se calmer. Et la première fois que notre amie Christiane, moi je dis notre amie parce que je l'aime bien comme femme, elle est la première fois qu'elle a ouvert la bouche, elle n'aurait pas mieux fait de ne pas le faire parce qu'elle propose une loi sur l'héritage qui est le truc le plus régressif qu'on ait jamais vu. Pour quelqu'un de gauche, c'est quand même un peu dommage. Je pense qu'il lui faut le temps de s'installer dans les dossiers et que voilà. Alors, les parrainages, où en es-tu? Il y a plein de questions là-dessus. Hein. Les gens te demandent est-ce que ça a commencé là Oui, Baba, c'était plus aussi. Attends, d'abord, je réponds sur Baba un mot. Ouais. Bah oui, alors, il faut dire une chose que vous ne savez pas. C'est qu'au départ, on avait un accord sur ce qu'on appelle un conducteur, comment ça allait se dérouler. Alors, il nous avait mis au début 3 d'extrême droite. Bon, on dit, bah, ça, c'est pas possible, quoi. On ne vient pas, nous. Bon, nani, nana, on discute, et puis au bout d'un moment, il dit, bon, on les enlève les 3, on en met un, Zemmour. Ah bon? Mais il était déjà là il y a 10 jours. Ben, ça fait rien, on vous le ramène. Alors on dit, bah oui, mais alors 10 minutes. Ah non, 20. Bon, ils me disent, on vous en enlève 3, donc on vous en met un, c'est 20. Alors, au début, il était question qu'il y ait un buzz, comme il y avait le coup d'avant, tu vois, un buzzer. Pour que tu puisses t'appuies dessus, t'arrêtes le truc. Donc, il m'amène ce Zemmour, et moi, dans ma tête, le chrono se met en route pour 10 minutes, 20 minutes. Et au bout d'un moment, je me rends compte que c'est pas 20 minutes, ça dure. Ouais. Puis on tourne en rond en plus, c'était con, les sujets tournaient en rond, ils n'étaient pas intéressants. Il n'y avait pas vraiment de questions. Non, le ton est monté, mais l'autre zouave, il est resté là 1h10. Ouais. Donc moi, il ne faut pas m'en vouloir, mais c'est un type d'extrême droite qui raconte des trucs pareils, bah, je rentre dedans. Hein. Puis on n'en pouvait plus. C'est mon rôle. C'est mon rôle. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de bonbons. Il m'a piqué toutes les... Bah non, c'est toi qui... Non, mais si, attends, j'ai mangé tout le reste, arrête. Si je mange aussi ça, je vais me faire engueuler en rentrant. Ouais, c'est ce qu'a dit Sabrina, d'ailleurs, quand elle est arrivée. Ouais. C'est ce ras-le-bol, quoi. 1h10 de ce traitement-là, c'est plus possible, quoi. Puis ils avaient fait quand même l'émission avec lui avant. Il avait déjà eu son temps sur l'émission. On ne peut pas faire 2 fois l'émission de Zemmour. Ouais, puis alors, c'est pas respectueux pour tout le monde, d'abord. Pour moi. Et si tu veux, à un moment donné, je pensais qu'il allait arrêter le truc. Donc je lui parlais, j'ai pris une comparaison quand j'ai écrit sur le sujet. Tu sais, quelqu'un qui vient chez toi, et toi, il est là, puis t'attends qu'il s'en aille, parce qu'il va s'en aller.
parce que il y a intérêt à aller vite, parce qu'il y a le gigot qui attend dans le four et c'est le moment, quoi. Donc, c'est pas toi qui fais durer la conversation, tu essayes de l'expédier pour que l'autre finisse par s'en aller. Et moi, à chaque fois qu'on échangeait, je me disais, c'est le dernier échange qu'on a, il va s'en aller. Ça, c'est pas ce qui s'est passé. Alors, il y a une dimension de politique spectacle là-dedans, c'est tout à fait évident. Alors, bon, évidemment, il y a toujours les gens beaucoup plus intelligents que moi, parce que moi, je suis parmi les plus imbéciles, hein, il était bien connu, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Bon, j'ai aucune idée sur la manière de mener une lutte, je ne sais pas comment on organise une élection, et alors je reçois beaucoup de conseils, ne vous énervez pas, etc. Les mêmes qui, le lendemain, viennent dire, tout de même, vous auriez pu être un peu plus ferme en face d'un tel fasciste, d'un ninana. Oui, mais quoi que tu fasses... Non, mais ça, c'est... Les mêmes qui nous mais oui, mais débattre avec eux. c'est toujours les mêmes. Tu sais, c'est les donneurs de leçons qui sont plus intelligents que tout le monde et qui viennent te dire comment ça aurait été merveilleux. Ça n'existe pas. Une pouille avec un facho, c'est jamais merveilleux. C'est jamais un record d'intelligence. Bon. En plus, les quelques moments où vous venez sur l'histoire de France, ça saoulait tout le monde et je comprends. Non, ça, je crois pas que ça saoulait tout le monde, mais c'est surtout Zemmour. Enfin, je veux dire, de la manière dont il parle, comme chaque fois qu'il est gêné, il fait des bains voyants, des machins comme ça rend très difficile le simple fait de débattre avec lui. Et à un moment donné, tu lui dis, bah moi je veux bien répondre, mais si vous me laissez parler, il finit par te laisser parler, et du coup tu parles de la retraite. Et l'extrait sur la retraite, pareil, c'est quelque chose qui a énormément circulé, parce que ça montre la vision de deux mondes séparés. Il défend le libéralisme classique, Macron et compagnie, la retraite à 65 ans, et toi non, et en proposant des solutions de financement. Et ça... Il a un peu fermé sa mouille à ce moment-là. Oui, mais regarde comme c'était insultant pour ceux qui attendaient leur tour. Sabrina, Raquel, Caron. Bon, le dernier qui est passé, Raquel et moi, on a terminé le truc, il était presque 1h du matin. Éric Revel, il était minuit. C'est l'irrespect total pour eux. Et lui, bon, alors bon, il y a trois possibilités. Première possibilité, il n'a pas l'habitude de faire des émissions politiques, il ne contrôle pas le truc, ça lui a glissé entre les doigts. Bon, première possibilité. Deuxième possibilité, il n'y a rien qui lui a glissé entre les doigts. Au contraire, il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Et ce qui l'intéressait, c'était le clash éventuel et les clashs répétés. Et l'audience. Et puis troisième possibilité, il est de mèche avec eux. Bon, ça c'est ce que raconte l'humanité aujourd'hui. Et puis des chercheurs en sciences de communication qui disent, bon voilà, ils ont fait des statistiques sur le nombre de fois. Le temps. Et alors c'est ils disent... 42% pour Zemmour. Hein. Absolument. Et 1,3 pour toi. Ils disent qu'il est vraiment très, très, très influencé par les idées d'extrême droite et qu'il les met en scène. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Et là, je dois dire que je suis assez ébranlé par ce qui s'est passé. Mais moi, je suis content de ce qui s'est passé et de comme ça s'est passé. Et tu as raison de dire, alors ça, c'est pour tous les docteurs, je sais tout, là, sur la communication. En fait, dans une émission, c'est du jamais vu. 4 heures avec un candidat, 3h30, 4 heures avec un candidat à la présidentielle, c'est sans précédent dans l'audiovisuel français. Bon. Après, ce qui est sans précédent, c'est qu'à la fin d'un truc pareil, l'esprit sectaire de certains soi-disant de gauche, la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de me critiquer incroyable. moi. Non mais ça, c'était incroyable. Pas le facho, moi. Et pour expliquer aux gens qui n'ont pas vu, Jadot t'a critiqué sur le thème, c'était la fin de ton raisonnement sur l'immigration. Moi, je voulais montrer que ce qu'il racontait n'est pas debout. Je disais, mais écoutez, vous prétendez que vous allez... Oui, monsieur Mélenchon, vous les gardez, moi je veux les expulser, gna 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 gna, il bouge les bras, tout ça. Bon, comment tu fais? Combien il y en a? Et alors, pour le ridiculiser, je dis, combien ça fait de monde, combien ça fait de trains, combien ça fait d'avions, pour montrer que tout ça, c'est juste des paroles de haine pour faire peur aux gens, et c'est tout. Et alors, ils me prennent à partie en disant, comment vous croyez que c'est un problème de logistique, monsieur Mélenchon? Non, c'est un problème moral et tout. On dit, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des amis aussi bêtes, quoi, pour raconter des trucs pareils derrière. Donc, c'était une ambiance que j'ai trouvée bizarre. Mais je reviens sur l'émission pour que tout le monde apprenne. Donc, il y a des gens, ça a duré 1h10, il y a ceux qui regardaient leur série. Faut pas trop leur en demander, aller voir du Zemmour, c'est pas leur truc, vous voulez bien voir les autres, mais pas celui-là. Donc, ils sont arrivés en cours de route. Puis après, c'est tard. Donc, les gens, ils vont se coucher. Puis t'en as d'autres qui arrivent, qui eux se couchent jamais, ou ils n'y arrivent pas. Alors, ils sont là, à 1h du matin, tu les retrouves. Donc, il y avait 3 publics différents. Et puis après, il y a le public Antoine Léaumont. C'est-à-dire que lui et sa bande, ils coupent tout en petits morceaux, les 4 heures, et il fait des vidéos. Et elles ont une vie à elles. Ouais. Par exemple, la vidéo avec Sabrina Ali Ben Ali, elle a fait 1 million de vues en même pas 10 heures. Bon.
Celle où moi j'étais vraiment choqué quand il faisait des mauvaises plaisanteries sur le fait que je n'entendais pas ce qu'il venait de dire. Et je lui ai dit, je lui ai dit ce que je lui ai dit. Ce machin-là, il s'est vu 20 millions de fois. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs émissions avec une émission. Bon, il faut le savoir, hein, les gens, parce que figurez-vous, quand même, des fois, faut pas croire, je réfléchis. Je calcule, non, c'est pour dire, je ne me contente pas d'arriver là comme un sac de patates sur un plateau et puis dire, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On parle avec le monsieur. Ce serait plus simple. Hein. Pour moi, oui. Pour moi, oui, ça serait plus simple. Et il y a des gens qui te demandent des nouvelles d'Amlito, tu voulais en donner. Il y a Dragonouille qui te demande si un jour on verra enfin Amlito. Peut-être que je le montrerai. Alors, puisque vous voulez des nouvelles, je vous remercie d'en prendre. Amlito est un cactus qui a bien grandi parce que quand j'ai acheté Amlito en bas de ma rue, c'est le coup de foudre, quoi. Je l'ai vu dans la vitrine et j'ai dit, je ne peux pas vivre sans lui. Donc j'ai acheté Amlito, le cactus. Bon, acheter le cactus, c'était une chose, le porter, une autre. Donc heureusement... Les gens, ils n'ont pas idée, mais il est... Ah ben maintenant, il est grand. Il est grand, il n'exagère pas. Et donc, j'étais avec un copain qui est... J'étais avec un copain qui est grand, lui, et alors il m'a dit, t'inquiète pas, je le porte. Il faut me le dire 2 fois. J'ai dit, ah, t'es sympa, t'es gentil. Il me dit, je vais le prendre comme ça. Je lui ai dit, tu devrais quand même mettre un papier. Évidemment, quand on est arrivé en haut, le papier était tout déchiré, puis il y avait des marques sur la figure. Bon, donc Amlito est arrivé dans ma vie, et c'est un cactus, et je lui ai mis un peu d'eau, et alors il faut mettre de l'eau tous les mois et demi, 2 mois. Et il grandit, il est beau, alors je tire les rideaux pour que la lumière vienne, il est magnifique. Et là, en ce moment, il a eu droit à sa rasade du mois de début d'année. Donc, il a encore pris quelques centimètres. Il est magnifique. Donc, merci de prendre des nouvelles d'Amlito. Mais le plus drôle, c'est que ça s'est raconté au Mexique. Que tu l'as appelé Amlito? Oui, c'est vrai? Oui, dans les milieux proches du président de la République, qui s'appelle AMLO. Hein. Donc, Amlito, c'est le petit AMLO. Et donc, lui, je ne sais pas si ça le fait rire, mais les autres, ça les fait beaucoup rire. Et donc, ils ont fait tourner une photo de mon cactus dans les milieux politiques, tu vois, du Mexique. Qu'on avait rencontré quand on y était. Mais oui, mais c'est un cactus super célèbre. Ah, c'est incroyable. Super célèbre. Mais tu vois, tellement célèbre qu'on nous demande des nouvelles. Tu vois, ça me semblait important. Regarde, on voit des... Alors, je vais essayer de prendre une question de quelqu'un qui s'appelle Nina Simone. Donc, si tu veux, tu peux maintenant activer ton micro si tu es toujours avec nous, parce que, vas-y. Alors, on écoute ta question. Oui, bonsoir Antoine Léaumont, bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Moi, je milite depuis 3 mois maintenant très très activement sur Twitter avec une petite équipe de militants. Déjà, la première question, c'est où en êtes-vous en termes de parrainage? Parce que tout à l'heure, on a un activiste macronien qui est venu se vanter que Macron avait déjà tous ses parrainages. Donc, j'aurais aimé connaître le taux que vous avez, vous, déjà, pour qu'on puisse l'argumenter nous aussi. Et d'autre part, vous n'êtes pas sans savoir que il y a beaucoup d'abstentionnistes. Donc nous, c'est ceux-là qu'on essaye d'aller chercher tous les jours sur nos spaces. Et parmi eux, il y a la communauté musulmane dont je me sens très très proche, qui est dans une souffrance sans nom. Elle est prise en étau entre les Émouriens et la loi séparatiste et toute cette notion de terrorisme qui fait que il n'y arrive plus. Et pour certains, ils n'ont pas encore confiance en vous, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a beau promettre, débattre, revenir sur des phrases que vous avez pu dire et les justifier, les expliquer. Malgré tout, je sens qu'il y a encore un peu de réticence et est venu s'ajouter à ça la résolution des Ouïghours, ce qui nous a pas aidé, nous les militants, ça nous a un peu freiné, mais c'est pas grave, on est toujours là et on lâche rien. Mais voilà, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour appuyer un peu tout ce qu'on dit? Nous, on vous admire, on est France Insoumise dans l'âme et on est totalement derrière vous. Mais voilà, on se heurte à des Émouriens très actifs et à cette loi séparatiste qui ne fait que grandir et que séparer tous les jours un peu plus. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, j'aimerais que vous m'aidiez là-dessus et que vous les aidiez, vous nous aidiez à les convaincre. Bon, alors d'abord, bravo, parce que c'est la bonne méthode que vous employez, le contact personnel, direct, la discussion. Et vous avez raison de faire toujours confiance à l'intelligence des gens. Hein, parce qu'il y a des
il y a beaucoup de mépris dans la sphère publique pour l'intelligence des gens. On pense qu'on ne peut les nourrir qu'avec des idées simplettes, des raccourcis. Donc c'est vous qui avez raison, il faut prendre le temps, évidemment ça prend beaucoup de temps. Alors concernant la loi séparatisme, évidemment c'est vous qui avez raison. La loi séparatisme a été imaginée par le pouvoir macroniste de manière à pouvoir fracturer les milieux populaires et les fracturer sur une question de religion. C'est pas, je sais que vous comprenez ça comme moi. Attends, qu'est-ce que je vois là? Je me vois dans ça, c'est ça que vous passez en image? Ça, c'est le retour, ouais. Enfin, ça, c'est horrible. Pourquoi? Bon, ben parce que je suis tout débraillé. Et donc, la loi dont on parle, séparatisme, elle a été faite pour fracturer sur la base de la religion les milieux populaires, avec un amalgame qui est odieux, bon, tout en s'en défendant, hein, mais qui revient à dire tout musulman est un terroriste en puissance, ce qui, non seulement est insultant, fait peur aux gens, parce qu'ils se disent on est donc tous devenus suspects, et tout est permis contre un terroriste, et surtout c'est ignorant de la réalité. Les premières victimes du terrorisme djihadiste aujourd'hui dans le monde, le plus grand nombre, c'est les musulmans, parce que ça a lieu en pays musulmans, où l'islam est la religion dominante, qu'ont lieu des attentats et tout ça. Donc je pense qu'on sera d'accord pour dire que tout ça est injustifié, tout ça est artificiel. Alors, après, dans toute la bataille sur la loi séparatiste, si vous voulez regarder à l'Assemblée nationale ou sur mes propres archives, soit dans mon blog, soit sur le site, on trouve toutes mes interventions où justement, pied à pied, nous avons défendu l'idée de l'égalité de tous les citoyens. Nous avons expliqué que la laïcité, c'était pas un athéisme d'État, et que être musulman, ça ne voulait en aucun cas dire que automatiquement on est un djihadiste ou je sais pas quoi, et surtout que faire ça, parler comme ça à 6 millions de musulmans dans notre pays, c'est donner le point aux pires éléments. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Évidemment. Ils veulent que eux, les djihadistes, soient les représentants du monde musulman. Mais ils ne le sont pas. Des musulmans, il y en a toutes sortes, de droite, de gauche, des indifférents. Bon. Mais vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de peur dans les communautés. Et moi, j'ai été très touché douloureusement par des très jeunes gens de religion musulmane, qui sont des petits Français comme les autres, au sens que c'est des gamins, et qui avaient peur, et qui disaient « Mais qu'est-ce qu'on va devenir si monsieur Zemmour est élu? Est-ce qu'il va falloir qu'on s'en aille? Mais où on va aller, nous ?» Bon, enfin, c'était vraiment, ça serrait le cœur. Alors, ça, voilà ce que je vais vous dire. Le boulot continue, et vous pouvez vous appuyer sur ces documents, ils sont sur mon blog, c'est ça, Antoine? Sur ton blog, sur ta chaîne YouTube. Voilà. Sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, on trouve les petites vidéos qui résument ça. Bon, voilà. Alors, après, la question des parrainages. Alors, aujourd'hui, il y en a 14 enregistrés. Il y a encore du chemin pour arriver à 500. Faut que tu expliques peut-être la différence entre... Oui, voilà. Alors, nous, on a d'abord fait la chasse aux signatures, en quelque sorte. On a appelé des maires, on a été les voir, tout ça. Ils ont été plutôt sympas, hein, même quand ils ne nous ont pas donné le parrainage, ou qui ne sont pas du tout de notre avis politique. On a toujours été reçus de manière courtoise, il faut le dire. Ouais. Hein. Les femmes et les hommes qui dirigent les municipalités, bon, c'est quand même des gens qui sont dévoués au bien commun, et même si on n'est pas d'accord avec leur politique, on peut respecter ça. Alors, on n'est pas loin des 500 promesses. Mais il y a une chose, c'est la promesse, puis après, il faut envoyer au Conseil constitutionnel le papier. Alors là commencent les inconvénients. Premier inconvénient, celui ou celle qui a changé d'avis. Vous ne savez pas pourquoi, et il ne vous rappelle pas pour vous le dire. Donc vous ne savez pas. Deuxième difficulté, celui qui n'a pas reçu le papier officiel. Alors là, le chaos est en route. Il y en a, ouais. La préfecture qui n'a pas envoyé le papier, qui ne l'a pas envoyé, ça arrive des fois à la bonne adresse, qui l'a envoyé sous pli recommandé, mais c'est déjà revenu à la préfecture, ou qui dit « moi j'ai reçu la consigne de ne pas les envoyer ». On ne sait pas pourquoi, c'est une situation qui a été décrite dans une réunion par un camarade ce matin. Bon, donc là on commence à mettre la pression, mais le résultat est quand même extraordinaire, vous avez vu ça. La campagne de signature est commencée, le président Macron n'est pas candidat, mais il a déjà 105 signatures. Ouais. D'accord ? Donc c'est un candidat non candidat
mais qui ramasse en une journée 105 signatures. Bon, moi je ne crois pas que ce soit 105 enthousiastes. Je pense qu'ils étaient là tous branchés à faire ce qu'il faut, parce que les nôtres, ils ne sont pas moins enthousiastes que d'autres. Hein. Bon, ils ont donné leur parole et ils vont la tenir. Voilà où on en est, on continue à travailler, et surtout je vous demande de ne pas faire comme si ou tout était perdu d'avance, ou tout était gagné d'avance. Il y a un boulot à faire, ça continue. Il faut que les élus prennent leurs responsabilités. Je sais qu'ils n'ont jamais demandé ce privilège, mais maintenant c'est un devoir pour eux. La dernière difficulté que nous avons, c'est que l'équipe à la primaire non populaire, là, a carrément appelé à ce qu'on ne nous donne pas les signatures, ni à Jadot, ni à nous. Ils ont investi Madame Taubira et ils considèrent que donc les autres n'ont pas le droit d'être candidats. Et comme ils nous ont inscrits de force dans leur soi-disant consultation, ils veulent de force nous empêcher d'être candidats. Pas en nous convainquant, pas en regroupant. Bon, je le prends pour ce que c'est une mauvaise manière. Et évidemment, ça ne fait qu'une chose, c'est servir leurs intérêts et ceux de différents appareils politiques qui ont la capacité de ramasser des signatures par paquet. Voilà pour les signatures. La troisième question concernait les Ouïghours. Alors, il ne faut pas vous laisser attraper là-dedans non plus par la propagande. Que s'est-il passé? Les socialistes ont proposé une résolution à l'Assemblée nationale qui proteste contre la situation politique qui est faite et policière qui est faite aux Ouïghours dans la Chine populaire, et qui disent que c'est un génocide et qui protestent. Bon. Alors, cette résolution a été adoptée par LREM. Alors, vous imaginez, LREM et le PS disent qu'il y a un génocide en Chine. Nous, on leur avait dit, écoutez, vous ne pouvez pas écrire génocide, parce que si c'est un génocide, vous n'allez pas rentrer à la maison le soir. C'est un génocide, il faut l'interrompre. Quand il y a des génocides, c'est là que la force armée intervient, celle de l'ONU. Donc, Monsieur Macron, si vous pensez que c'est un génocide, parole qu'il n'a jamais utilisée, ni son ministère, alors pourquoi ces députés le disent? Si vous pensez qu'il y a un génocide, la France a un siège au Conseil de sécurité, elle n'a qu'à dire on intervient immédiatement pour l'arrêter. Donc vous ne pensez pas que c'est un génocide. Donc vous faites des phrases et le résultat c'est que vous abaissez ce qu'est un génocide. Le génocide, c'est le génocide des Juifs, 6 millions de personnes assassinées de manière industrielle au seul fait qu'ils étaient juifs. Un génocide, c'est le massacre des Tutsis par les Hutus au Rwanda. C'est ce qui s'est passé en Serbie. À chaque fois, il y a eu une intervention militaire pour interrompre. La fois où on n'a pas su que c'était un génocide, c'est le génocide arménien, où bon, l'affaire a été révélée bien après qu'on a compris que c'était une intention délibérée, méthodique de massacrer tous les Arméniens de Turquie. Bon, ça a pris quand même presque 30 ans à être reconnu, à partir du moment où la campagne a été lancée pour la reconnaissance du génocide. Donc nous, on n'est pas pour accepter de voter n'importe quoi en prenant comme ça, bon, on aurait pu changer le mot, ça ne coûtait rien. La preuve, c'est qu'on a voté une résolution en défense des Ouïghours au Parlement européen, les députés insoumis. Mais pourquoi? Parce que la formule était correcte, disant qu'il y a une répression contre les musulmans ouïghours avec une telle férocité et méthode que ça tend à être des crimes contre l'humanité. Bon, mais ça, c'est correctement énoncé. Alors après, ce qui est vrai, mais que les mêmes hypocrites vont certainement pas mettre en avant, c'est que les musulmans sont maltraités dans un nombre incroyable de pays du monde. Alors c'est le cas des Rohingyas en Birmanie, ça a été le cas des Tchétchènes en Russie, et puis après vous continuez à faire le tour et vous tombez aussi sur les grandes démocraties avancées qui, évidemment avec d'autres méthodes, mais persécutent aussi les musulmans. On vient de parler à l'instant de la loi séparatisme, des accusations sans cesse de violence contre les musulmans, dans un pays où l'extrême droite, elle, fait ce qu'elle veut, ou à peu près. Alors, voilà les réponses que je vous fais. Alors, donc, dans l'affaire ouïghour, ce n'est en aucun cas, de notre part, une sous-estimation de l'importance de la répression contre les Ouïghours, ni une quelconque promiscuité avec le pouvoir politique chinois. C'est appeler les choses correctement pour assumer ce qu'on est en train de faire. Alors, les socialistes et la LREM macroniste s'est emparé de l'affaire d'une manière très nulle. Alors après, on me dit, est-ce que vous ne voyez pas que ça sera utilisé continuellement contre vous? Ben oui, mais est-ce qu'une raison? Il suffirait donc de menacer pour que je cède. Alors on me dit, Cuba, ça sera utilisé contre vous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je dise du mal de Cuba? Je ne le ferai pas. Cuba est sous embargo.
Cuba est martyrisé par les États-Unis d'Amérique. Chaque année, il y a une résolution qui est votée pour obliger les États-Unis d'Amérique à lever l'embargo. C'est jamais fait. Il y a 3 pays qui votent pour l'embargo et tous les autres votent contre. Et c'est jamais fait. Non, je ne céderai pas. Je n'irai pas dire du mal de Cuba pour faire plaisir aux agents de la CIA et à ceux qui répètent ce que racontent les agences d'influence. Pareil pour Venezuela. Et je dis que tout de même, c'est les indignations à géométrie variable. Quand il s'agit d'Assange, les mêmes ont disparu. Il y avait une question là-dessus. Quand il s'agit du centre de torture de Guantanamo, alors là, pareil, motus et bouche cousue, les grands héros de la défense des droits de l'homme, ils ne sont pas là. Donc, ils ne défendent pas les droits de l'homme, ils défendent un point de vue politique anti-chinois, et dans lequel les musulmans ouïghours servent de prétexte. Quant à moi, je défends la liberté partout dans le monde, sous tous les régimes, et je suis contre la répression des religions. Là, il s'agit de l'islam. Je suis contre la répression des chrétiens d'Orient, et d'une manière générale, je suis contre la répression de la liberté individuelle. Mais c'est un art de me transformer en suspect comme ça, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils auraient à dire contre moi, hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent contre moi? Mais je ne céderai pas. Et je pense qu'en ne cédant pas, en montrant du courage, en montrant de la détermination et de la clarté, je pense que je gagne le respect des gens intelligents qui étudient, qui réfléchissent, qui regardent les choses. Et moi, c'est cela qui m'intéresse. Quant aux autres, c'est pas la peine, ils perdent leur temps, on ne me tordra pas les bras. Donnerez-vous l'asile politique à Julian Assange? Eh bien évidemment, non seulement je lui donnerai l'asile politique, mais la nationalité française s'il la demande. Ce qui me permettrait d'exiger qu'il me soit rendu, plutôt que de rester dans une prison en Angleterre. Alors, tu veux dire un truc? Et moi, j'ai juste plusieurs trucs à dire. Bonne nouvelle. On est 3e dans les tendances sur Twitter avec le hashtag de l'émission. Donc, tu vois, ça fait parler sur Twitter. Ah bon? Il y a à peu près 6000 personnes qui nous suivent en ce moment, 4000 sur Twitch et 2000 sur le space Twitter. Donc, c'est cool. Et dernier point, tu as fait une remarque sur ta tenue et il y a eu plein de commentaires. Tout le monde t'a dit que t'étais beau gosse. T'étais trop beau gosse en doudoune. Donc, mais le goût se perd. Ils ont dit il est coquet, quel swag de Jean-Luc et tout. Il y avait plein de commentaires marrants. Ah bon, je les vois pas. Je te jure, ça a vraiment vous me passez avec les trucs super sérieux nous, là. Allez-y. Envoyez les commentaires sur la doudoune que vous aviez mis tout à l'heure parce que comme ça, au moins Jean-Luc pourra les voir en direct. On me l'a offert parfait, récemment. Jolie cravate, j'achète la même demain. Ah, il y a une question sur Moi, j'ai une question. Ouais. Qui a été posée plusieurs fois dans le chat. C'est sur la situation des personnes en situation de handicap. Il y a Marie, 2962, qui dit « Bonsoir, les handicapés sont préoccupés par leurs revenus et la déconjugalisation de l'AAH, donc allocation adulte handicapé. Qu'allez-vous faire sur cette question? Merci beaucoup. » Bon, déjà, on va rétablir... Tous les commentaires... les compliments. La cravate tire à gauche. Non, mais voilà enfin quelqu'un qui m'a compris. Ils vont te stresser avec tes... Bah ouais, je supporte pas que ce soit pas bien. La doudoune digne du tortue sagace. C'est clair, ça peut être... Il est fashion Mélenchon. Ah bon? Yes. Stylax, ok. Alors, vois, attends. regarde, les doudounes, c'est la vie, tu vois, il y avait un... Vous êtes bien beau. Oh, c'est trop. Alors, bon, déjà, c'est pas normal que des allocations soient versées et ne soient plus versées quand on est en couple. Hein? Ça a vraiment été minable. Hein? Parce que quelqu'un qui relève d'une allocation dans ce domaine, c'est quelqu'un qui a déjà pas mal de problèmes à régler dans la vie pour y faire face. Alors, c'est un truc minable. Pour prendre 4 francs 6 sous, là, ouais, c'est ça. On empoisonne la vie des gens, on les met au pied du mur de choses incroyables. Qui c'est qui va aller dire à son conjoint, à sa conjointe, bon, on va faire semblant de ne plus être ensemble pour pouvoir toucher l'allocation? C'est nul. Donc vraiment, je veux dire mon dégoût. Deuxièmement, au début, je me disais, bon, tout ça, c'est parce qu'il y a des radins dans les bureaux, il y a des créatures à Bercy qui sont là, passent leur vie à ça. Hein. Où est-ce qu'on peut grappiller ici, là Alors, ils prendraient des sous à leur propre mère. Hein. Bon, ils sont comme ça. Et puis, maintenant, j'ai un peu bougé d'avis parce que je crois qu'il y a vraiment une sorte de mépris pour les handicapés qui serait en quelque sorte un fond de scène. Pas dit, on ne le dit pas. Mais quand je vois que Zemmour peut... En général, c'est ce type de personnage qui dit les trucs les plus dégueulasses ouvertement, parce qu'ils n'ont pas de gêne, ils n'ont pas de honte, et ça ne les dérange pas d'insulter les gens, de les mépriser. Et quand je vois ce qu'il a dit sur l'inclusion des gamins handicapés, c'était tellement révoltant. Faut toujours réfléchir à... Bon, vous êtes révolté, vous dites, mais pourquoi il parle comme ça?
Ben, il parle comme ça parce que certainement, il croit à ce qu'il raconte. Il pense qu'un gamin qui a un handicap, quel qu'il soit, ben, on n'est pas obligé de le mettre avec les autres. Et tout d'un coup, c'est nier tout ce que les parents font, tout ce que la société aussi fait, pour qu'un gamin, il trouve sa place, comme il est. Hein. C'est pas toujours facile, pour lui. Et des fois, c'est pour les autres qu'il faut un accompagnement un peu plus important. Mais la société, c'est son devoir de protéger d'abord les plus faibles. Je ne sais pas si vous avez déjà raconté cette histoire ici, oui, je crois que oui. Mais un jour, on a demandé à une dame, à un ethnologue très célèbre, on lui a dit « Qu'est-ce que vous appelleriez le début de la civilisation ? À quoi vous voyez que la civilisation ait commencé ?» Et les personnes qui posaient la question, ils s'attendaient à ce que la réponse soit une poterie avec 2 anses, ou une poterie avec en plus un dessin dessus, quelque chose comme ça, quoi. Ou, je sais pas quoi, une hache, ou un... Et la personne dit, c'est une femme, elle répond, la première fois qu'on a trouvé un squelette dont les os s'étaient ressoudés après avoir été cassés. Parce que ça voulait dire que le groupe humain l'avait entretenu le temps qu'il fallait pour que les os se ressoudent. Et comme c'était à peu près aligné, avait donc fait l'effort de soigner la personne, de s'en occuper, de la nourrir et le reste. Et si vous allez au musée de l'Homme à Paris, vous avez la reconstitution d'une grotte comme ça, où il y a une femme enterrée. Alors elle devait avoir une jupe en coquillage. Alors il y a tous les coquillages autour, parce que le fil a disparu, mais pas les coquillages. Et le bonnet pareil, et elle a un os cassé et ressoudé. D'accord. Donc je dis ça pour rappeler que les missions de base de la société humaine, c'est la protection des membres qui la composent. On a toujours fait ça. On s'occupe des petits, parce qu'ils sont désarmés, et on s'occupe des anciens parce qu'ils sont souvent plus faibles physiquement. Mais chacun apporte quelque chose au groupe. Les plus anciens, la mémoire, le souvenir, la leçon de la sagesse de la vie. Et puis les plus jeunes, ben, ils amènent la fantaisie, l'invention, parce que c'est les plus jeunes qui trouvent des idées, parce qu'ils essayent des trucs que les plus vieux font pas, puis on a toujours fait comme ça. Bref, voilà. C'est comme ça que je vois cette affaire. Alors ça, après, il y a donc pour l'éducation, je suis pour que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation. Et c'est possible. Donc j'écoute même pas ceux qui me disent que c'est pas possible, parce que ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Et on me dit oui, mais dans une classe, forcément, les autres, ils peuvent être quoi? Rien du tout. Les autres, ils apprennent à vivre avec quelqu'un qui est différent. Et c'est la meilleure des éducations possibles. Parce que quand tu as vécu ça, d'abord, tu apprends à aimer, à respecter, voilà. C'est clair que voilà. C'est clair que de faire l'éducation ensemble, ça permet ce genre de choses. Plutôt, et puis avec des moyens, parce qu'on voit que les AESH, donc c'est beaucoup des femmes qui s'occupent des enfants en situation de handicap. Elles se mobilisent beaucoup en ce moment parce qu'elles sont très mal payées, que c'est un statut précaire. Tu as raison, Clémence. En ce moment, il y a une grève qui dure depuis 3 semaines dans le Val-de-Marne. Ces métiers qu'on a appelés les métiers du lien, c'est beaucoup de gens qui donnent beaucoup et qui sont très mal payés, qui ont des amplitudes horaires dans la journée qui, des fois, sont un désespoir. Donc, je pense que... Vous voyez tout ça, c'est pour ça qu'il faut que vous m'élisiez. Parce que, bon, les autres se sont bien goinfrés depuis 20 ans ou 30 ans. Moi, je dis c'est le tour du peuple. D'accord ? On repartage, on réorganise. Alors après, on sait qu'ils finissent toujours un jour ou l'autre, on est dans une démocratie, par vous battre et vous fichent dehors. Et puis ils reviennent et ils détricotent. Mais ils ont un mal de chien. Pour détricoter le programme commun, les nationalisations, les machins, tout ça, il leur a fallu presque 30 ans. Parce que chaque fois qu'ils y touchaient, boum, il y avait une résistance du peuple français, quand ce n'était pas du président lui-même, parce que Mitterrand a refusé de signer les privatisations, ce qui a bien cassé les pieds aux autres, parce qu'ils ont dû tout passer à l'Assemblée nationale. Donc il faut là faire un peu de stock. Il faut qu'on ait une politique de partage. Ça ne va pas être facile à admettre pour certains. Et puis on va redonner de la respiration, du bien-être. Bon, voilà, il nous faut 200 000 personnes dans les EHPAD. Bon, alors, ah oui, mais ça coûte cher. Ben, combien ça coûte de ne pas les avoir? Beaucoup de questions d'ailleurs sur les EHPAD aussi dans le chat. Avec le scandale de Orpea. Alors, nous, on est contre notre formule. Hein, on pourrait dire, des gens m'ont dit, il n'y a qu'à nationaliser les EHPAD. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faut dire qu'on doit confier les EHPAD à des structures non lucratives. Alors, ça peut être une association,
un truc coopérative. corporatif, un truc mutualiste, une coopérative, des formes de cette nature, mais qui ne font pas qui ne distribuent pas de bénéfices. Évidemment, elle peut faire un peu de profit pour tout ce qu'il y a besoin, pour reprendre des EHPAD à intervalles réguliers, y mettre des choses et payer du personnel. D'accord ? On le fera. Mais ce qui est saoulant, c'est qu'il faut attendre que ça soit la cata pour que le problème soit posé. Cette histoire d'EHPAD dans notre groupe à l'Assemblée nationale, Caroline Fiat, elle a fait un rapport, elle a interpellé, mais je ne sais pas combien de fois, le ministre. Bon, alors, coucou Clément, j'adore vos cheveux. Canapé ondulant. Bon. En même temps, il faut reconnaître quand même que... Quoi ? J'ai pas de veste matelassée, mais... Ça ondule, quoi. Ça ondule, tu peux parler, toi ? Ah non, moi, ça ondule pas du tout. C'est d'un lisse... Mais c'est bien fait, t'as pas voulu mettre tes bigoudis de la laque avant de partir. Mais dis-le que t'as pas voulu mettre tes bigoudis ce matin. J'ai pas mis les bigoudis ce matin, effectivement. Et ben voilà, mais... on dit que Clémence, elle les a mis. Et maintenant, ce soir, elle ondule et pas toi. C'est vrai. Yes, voilà. Écoute, il est 20h. On s'était dit qu'on arrêtait vers 20h. Ah ouais, parce que je vais mourir moi après. Ok, dac. Eh ben, écoutez les amis, on va lancer un petit raid sur... Mais il y avait beaucoup de gens. Chaîne. Ouais, il y avait beaucoup de gens. Là, on est 6000. Et d'ailleurs, les gens, abonnez-vous à la chaîne Twitch si vous voulez être informés des prochaines fois où on lance des directs. C'est pas mal de le faire. On va lancer un petit raid. Ils disent que toi aussi, t'es beau gosse, Antoine. Merci, bonjour. On va lancer un petit raid. Je sais pas vers qui. Bah, écoutez, on va le faire vers Link. Parce que Link et Terracid, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, ils avaient fait une vidéo sur Jean-Luc. Peut-être même tu t'en souviens, toi, mais c'était en 2017. Et ils avaient fait une vidéo dans laquelle ils avaient ouvert des cadeaux. Et dans les cadeaux, il y avait des gens qui leur avaient envoyé des tracts de la campagne présidentielle de 2017. Oui, je me rappelle. Et ils avaient fait une blague dessus. Donc je pense que ça peut être sympa de leur faire un petit coucou en leur envoyant le raid sur... bon, et attends, que je redonne des dates. Hein. Ouais, vas-y. Là, je vais à... Tu le sais, toi, comment ça s'appelle ? La Fondation Abbé Pierre, demain ? Demain. Oui, mais ça, ils y vont pas, les gens qui sont Tours ? là. À Tours, j'y vais quand... Jeudi. Là, on fait un meeting. Et puis, ensuite, on aura... Je vais donner des autres grandes dates. C'est à Montpellier, pas ce dimanche, mais le suivant. Hein, le 13 ouais, c'est ça. Là, faut vous bouger parce que c'est vraiment une très grande salle qui a été prise. Et on espère que vous serez nombreux à venir. Après, les grandes dates de la campagne, c'est le 20 mars, nous faisons une marche dans Paris. Sur le thème de la 6e République, comme on le fait à chaque fois, là. Et puis, le 5 avril, on fera les hologrammes dans 6 ou 7 villes. Il faut que je te parle d'un truc, pardon. Faut que je te parle d'un truc secret, mais on a peut-être une petite surprise. Bon, alors, d'ici là, moi, ce que je vous demande à tous, rappelez-vous que le 4 mars, c'est la fin des inscriptions sur les listes électorales. Bon, s'il vous plaît, comme on l'a déjà dit une fois, n'attendez pas les consignes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consignes, mais attendez pas. C'est 2 mois dans votre vie, là. C'est pas... Hein. Et en 2 mois, on peut changer le pays et le monde. Donc ça vaut la peine de tâcher d'en faire quelque chose qui soit plaisant. Ça ne doit pas être une corvée de militer. La démocratie, dans des moments comme ça, une élection, c'est intéressant parce que en ce moment, c'est en train de se réchauffer. Nous, on le sent. Parce qu'on a un système de mesure, on n'en fait pas la pub. Hein, c'est les gens qui signent pour parrainer ma candidature, les citoyens. Donc on ne dit rien, on ne dit pas tous les 5 minutes, oui, Mélenchon, c'est déjà quoi le truc ? Mélenchon 2022.fr. Ouais, alors, et les gens, ils trouvent tout seuls, et qui viennent signer. Et on est passé de cadence qui était de 600 par semaine. Là, on est à 4000 signatures par semaine. Et qu'est-ce que tu dis ? Non, je suis moi-même impressionné parce que j'étais pas allé regarder le chiffre depuis un petit moment, et en fait, ça monte à fond, quoi. Et puis, vous êtes aussi beaucoup à vous être abonnés à ma chaîne YouTube. TikTok aussi, pas mal, hein, on est plus d'1 million maintenant. Voilà. Donc, maintenant, vous autres qui écoutez, si vous êtes des jeunes gens, vérifiez que vous êtes inscrits sur les listes électorales, parce que c'est pas parce que vous avez 18 ans et que vous avez été inscrit que l'affaire est réglée, parce que ça se trouve, vous vous avez inscrit chez vos parents. Alors, si vous êtes à la fac, il ne vous reste plus que soit à faire une procuration, soit à aller voter chez vos parents. Donc, le mieux, c'est de se faire inscrire correctement dans la ville dans laquelle on est.
Sachant que ça Voilà, ça y est. Ouais, sachant que ça peut se faire sur Internet en plus. Donc, De quoi, l'inscription ? L'inscription sur les listes électorales, dans la plupart des villes maintenant, ils offrent des services de ce type-là. Donc, voilà, donc c'est quand même pas si compliqué. Si vous êtes capable de trouver Twitch, eh ben, c'est bien le diable que vous n'ayez pas Allez. trouvé comment vous inscrivez. Je prépare le raid, donc on va aller sur la chaîne de Link qui joue à Pokémon. Ça n'a rien à voir avec de la politique, mais ça lui fera un petit rappel de la campagne présidentielle de 2017 où il y avait eu donc une vidéo qui avait été faite sur le sujet. Je vais voter chez mes parents, comme ça ils offrent un repas en même temps. D'accord. Et là, il est marqué « Can't stanchion the Melanchon », ma fiancée aussi. Bon. Ça, c'était les slogans de 2017. Bon, et bien écoutez, Génial. merci à toutes et à tous. Pensez bien à suivre la chaîne, Twitch de Jean-Luc. Et on vous lance du coup le raid chez Link. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Et à très bientôt. Au revoir.